Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 11e étape du Tour de France qui se passait à Toulouse. Alors, cette 11e étape, c'était 157 km à parcourir, c'était une étape bien punchy, surtout dans son dernier tiers, où les coureurs allaient devoir enchaîner 7 petites bosses, dont 3 répertoriées. Sprinter, puncher ou baroudeur pouvaient se disputer la victoire, et tout allait dépendre du rythme imprimé dans la première moitié de course. Place au résumé de la course. Les coureurs se sont élancés vers 14 h et dès les premiers kilomètres, 3 coureurs vont prendre les devants. Jonas Abrahamsen du Noix, Mauro Schmid de Jayco et Davide Ballerini d'Astana. Le départ est extrêmement rapide et derrière ces 3 hommes, les coureurs du peloton ne relâchent pas la pression et bagarrent pour revenir à l'avant. La première heure de course est bouclée à 51,7 km/h de moyenne et la course est déjà dans ses 100 derniers kilomètres. À la mi-course, Mathieu Burgodeau et Fred Wright vont savoir faire le jump sur les 3 hommes de tête et à 83 km de l'arrivée, il y a 5 hommes en tête de course. Abrahamsen, Schmid, Ballerini, Wright et Burgodeau. Le peloton est lui pointé à 1 minute et le calme semble enfin se faire pendant un temps seulement. Groupama, absente en tête de course, relance alors la course dans les kilomètres qui suivent et la course repart de plus belle. Un groupe de 19 se détache en contre et de ce groupe de 19 vont s'échapper 5 bonhommes. Mathieu Van Der Poel d'Alpecin, Wout van Aert de Visma, Arnaud Delis de Lotto, Quinn Simmons de Lidl et Axel Laurence d'Ineos. Le groupe de stars en contre, c'était quelque chose. Il y avait des grosses cannes et du très gros palmarès derrière les 5 hommes de tête. Au sprint intermédiaire, à 60 km de l'arrivée, il y a donc 3 échelons de course. Les 5 hommes de tête, 50 secondes après, le groupe de contre Van Der Poel, Van Aert, et à 2 minutes, le peloton maillot jaune et l'ensemble des favoris. Donc, après 2 heures de course, à près de 50 de moyenne, voilà 10 hommes partis à l'avant, et on l'imagine déjà pour la victoire d'étape. C'est déjà maintenant la dernière heure de course et le contre doit rentrer impérativement sur l'échappée pour pouvoir disputer la victoire d'étape. 45 km de l'arrivée, c'est le sommet de la côte de Montgiscard. L'écart entre l'échappée et le contre est alors de 30 secondes. 40 km de la ligne, c'est le sommet de la côte de Coronsac. Écart entre l'échappée et le contre, 30 secondes. Ok, ça n'a pas bougé. 35 km de l'arrivée, 30 secondes. 30 km de l'arrivée, 20 secondes, 25 km de l'arrivée, 20 secondes, et 20 km de l'arrivée, 20 secondes. Ça fait 45 bornes que les 5 hommes en contre chassent l'échappée, et l'écart ne bouge pas, ou à peine. On se le dit clairement, c'est absolument une dinguerie ce que font les 5 hommes de tête à ce moment-là de la course. Et c'est pas fini. Je signale quand même qu'en chasse, à ce moment-là, c'est quand même Van Der Poel, Van Aert, Quinn Simmons, Arnaud Delis et Axel Laurence. 15 km de l'arrivée, c'est l'avant-dernière ascension de la journée, la côte de Vieille-Toulouse. Les gars du contre, très logiquement, commencent gentiment à s'agacer de la situation de course. Il faut que ça bouge pour rentrer à l'avant et la lumière va venir de Quinn Simmons. L'Américain accélère alors, mais voilà qu'à l'avant, dans le même temps, Mauro Schmid puis Jonas Abrahamsen tordent leurs compagnons d'échappée pour empêcher le retour du contre. Le Norvégien et le Suisse s'envolent en tête de course et voilà que la situation de course bouge enfin après le sommet de Vieille-Toulouse. Mauro Schmid et Jonas Abrahamsen ont alors 20 secondes d'avance sur Burgodeau, Wright et Simmons et à 35 secondes, on va retrouver le groupe Van Der Poel, Van Aert, Delis, Laurence et Ballerini qui a dévissé. Ces écarts, on va les retrouver au pied de la côte de Pech-David à 10 km de l'arrivée. Dernière chance pour entrer sur les deux de devant qui sont partis depuis le premier kilomètre. Dans Pech-David, Abrahamsen et Schmid ne se quittent pas et derrière, ça va être au tour de Van Der Poel de bouger. Le Néerlandais met tout dans le talus, distance tous les gars en contre et au sommet de Pech-David, Van Der Poel va basculer avec 25 secondes de retard sur les deux de devant. Van Der Poel a alors encore une chance de s'imposer si le duo se regarde dans le final. Derrière, pour tous les autres, Van Aert, Delis, Laurence, Simmons, Burgodeau, Ballerini et Wright, c'est trop tard. Dans les derniers kilomètres, Van Der Poel se rapproche au couteau de Schmid et Abrahamsen. Mais le duo de tête ne s'y trompe pas, ne tergiverse pas. Interdiction de voir le retour de Van Der Poel.
Et dans le dernier kilomètre, Mathieu Van Der Poel a encore une dizaine de secondes à boucher. Là, c'en est terminé des espoirs du Néerlandais. La 11e étape du Tour se joue entre Mauro Schmid et Jonas Abrahamsen. Le Suisse est en tête dans la dernière ligne droite, lance le sprint aux 250 mètres. Mais Abrahamsen est dans l'allure et sur 50 derniers mètres au couteau, Jonas Abrahamsen s'impose d'une demi-roue devant Mauro Schmid. Incroyable numéro de ces deux bonhommes. J'y reviendrai dans le débrief. Van Der Poel est 3e, puis ce sont Dely, Van Aert, Laurens, Wright, Burgodo, Simmons et Ballerini qui bouclent le top 10. Ça, c'était pour les 10 échappés qui se sont disputés la victoire d'étape. Et dans le peloton, qu'est-ce que ça a dit? Alors, ça a été le statu quo après le départ du contre à 65 km de l'arrivée. Puis tout s'est emballé dans la côte de Pech-David à 10 km de l'arrivée. Le peloton pointait alors à 3 minutes de l'échappée. Dans Pech-David, la lumière est venue de Kevin Vauquelin qui aura mis une bonne praline dès le pied. Jorgenson est vigilant et les favoris vont recoller aux Français. Et sur le sommet de Pech-David, alors qu'une quinzaine de bonhommes composent le groupe favori, surprise absolue, attaque de Jonas Vingegaard. Bon là, je n'ai absolument pas compris. J'imagine que c'était pour mettre de la pression mentale sur Pogačar, comme l'auront fait les Visma depuis le début du Tour. Mais comme si vous avez regardé la dernière vidéo, vous savez, hein, j'ai vivement critiqué Vingegaard pour ne pas avoir bougé sur une étape de 4500 mètres de dénivelé lundi. Et là, sur une côte de 900 mètres à, je sais plus, 8-9% de moyenne, là, Vingegaard s'est chauffé. Je comprends pas. Je comprends pas ce que fait Vingegaard sur ce Tour de France jusqu'à présent. J'imagine que c'était un petit coup de bluff et aussi pour mettre de la pression à Pogačar, comme je vous l'ai dit. Mais ouais, bon, pourquoi pas. De toute façon, s'il gagne le Tour de France, c'est lui qui aura raison, donc pas de problème. Après l'attaque de Vingegaard, Jorgenson va contrer dans la descente, mais pas de panique pour Pogačar. Jonathan Narvaez fait un Tour de France jusqu'ici impeccable. Et il est encore au renfort de son leader slovène dans les derniers kilomètres. Dans l'ensemble, dans ce final, entre les favoris, ça met quelques taquets. Vauquelin va d'ailleurs réessayer de sortir dans les derniers kilomètres, mais a priori, tout ce petit monde va finir ensemble sur la ligne d'arrivée. Puis, c'est le coup de théâtre du final de cette étape à Toulouse, à 3 km 600 de l'arrivée. Pogačar chute sur un mouvement un petit peu trop cavalier de Tobias Johannessen. Alors là, j'ai 3 choses à dire sur ce fait de course. Déjà, première chose, Johannessen. Ok, il y a changement de ligne brutal. Oui, c'est pas terrible de la part du Norvégien, mais je trouve pas ça scandaleux. C'est le genre de mouvement qu'on peut faire sur une attaque, parce que Johannessen réagissait à une attaque en tête de ce groupe-là. Bon là, pour le coup, pas de bol pour lui. Il fallait que ce soit Pogačar derrière, et il a fallu que Pogačar aille au sol. C'est un incident de course, ça arrive. Je trouve pas que le Norvégien ait particulièrement fait une dinguerie sur son mouvement. Incident malheureux, point barre. Deuxième chose, je vous mets le petit screen ici. Le mécano qui arrive là, il est incroyable. La course qu'il fait pour venir au secours de Pogačar, je pense que lui, il a misé Tadej Pogačar, victoire finale sur ce Tour de France. Ensuite, il remet la chaîne comme un patron, là où Tadej galérait un petit peu. Puis la relance, franchement, elle est top. Le mec le pousse et tout court, fait son meilleur 50 mètres Pogačar en main. Non, c'était l'intervention, je l'ai trouvé incroyable. Faut qu'on donne une médaille à ce type parce il aura été plus efficace que beaucoup de mécanos d'équipe. Donc c'est à noter. GG à ce gars-là. Et le troisième point que j'ai à dire sur cette chute, et pour moi c'est l'un des points majeurs de cette journée, et ça m'a mis une banane terrible. Pogačar est tombé. Devant, la course aurait pu s'emballer. Personnellement, il n'y a pas de règle qui dit que les gars doivent se relever à l'avant. Mais tout le monde, d'un commun accord, s'est arrêté pour permettre à Pogačar de rentrer. Et là, je dis, mais bravo absolu à l'ensemble des coureurs qui étaient présents dans ce groupe-là. Tous au même niveau. Hein. Je pourrais pointer Visma, Evenepoel. Franchement, bravo à tous les mecs qui étaient devant, parce que il y a tellement d'intérêt en jeu sur ce Tour de France, que ça soit en termes économiques. Enfin, le Tour de France est vraiment la vitrine du cyclisme. Il y a tellement d'enjeux sur ces 3 semaines de course. Et quand Pogačar va au sol, n'importe quel comportement humain de base pourrait te faire dire « Let's go, on y va, c'est pas faire, mais on va essayer de gratter des secondes parce que le Tour de France se joue, tu vois. » Et Visma et Vingegaard auraient pu jouer de cela pour aller gratter quelque chose. Et maintenant, les mecs se sont relevés, ont attendu Pogačar, donc là, chapeau bas. Moi, franchement,
J'adore la mentalité qu'il y a dans les pelotons en ce moment vis-à-vis de ça. C'est vraiment top. Oui, ça se fait la bagarre. Oui, ça attaque peut-être quand Pogačar s'arrête de faire pipi, je sais pas, comme dans le premier tiers de course. Mais derrière, quand c'est vraiment déloyal que tu irais gratter des secondes sur de la merde, en l'occurrence une chute, eh ben là, tout le monde se relève, tout le monde joue le jeu. Et moi j'ai été bluffé. Ça montre deux choses. Ça montre déjà que Pogačar a une aura de malade dans le peloton professionnel, que les mecs le respectent à mort. Mais même qu'au-delà de cela, les gars sont pas prêts à tout pour remporter le Tour de France et à tous les coups de Trafalgar. Visma peut des fois courir un petit peu de façon curieuse, mais là-dessus, il n'y a rien à redire. L'attitude des gars, elle est exemplaire. Franchement, bravo. Et quand je vois aussi Sepp Kuss, par exemple, venir... Enfin, même, je dis Sepp Kuss parce qu'on l'aura vu à l'antenne, mais après la ligne, tout le monde est venu dire à Pogačar, est-ce que ça va, tu vas bien, tranquille et tout. Ouais, là, franchement, la mentalité des gars du peloton, rien à redire. Mais franchement, merci. C'était vraiment top. Donc, si je reviens à la course, en fin de compte, la chute de Pogačar, encore une fois, ça aura clim tout le monde. Pas d'écart entre les favoris, ils seront tous arrivés ensemble sur la ligne. Je vous mets donc le classement général, statu quo. La prochaine bataille, ce sera demain sur la première étape pyrénéenne. On s'en parle en fin de vidéo. Ok, passons au débrief de cette étape. Et moi, je vais revenir juste sur un point parce que je me suis suffisamment épanché sur la chute de Pogačar. Je veux rendre hommage à Mauro Schmid et Jonas Abrahamsen. La dinguerie qu'ils nous ont sorti aujourd'hui. Les gars sont partis dans les premiers kilomètres avec Ballerini d'Astana. Ils font une première heure de course à près de 52 de moyenne. Ils voient le retour de Fred Wright et Mathieu Burgodeau. Puis dans les 65 derniers kilomètres, ils ont quand même 5 monstres dans le rétroviseur. Dely, Pogačar, Dely, Van Der Poel, Van Aert, Laurens et Quinn Simmons. Et dans les 65 derniers kilomètres, les gars ne reprennent rien du tout. Alors que les champions qui sont partis en contre venaient de partir et que Abrahamsen, Schmid et Ballerini étaient au fourneau depuis la première minute de course. En fin de compte, jamais les gars ne vont rentrer. Et si on prend le cas de Mathieu Van Der Poel, de 65 km de l'arrivée jusqu'à la ligne d'arrivée, parce que Van Der Poel était dans leur rétro à 500 mètres de l'arrivée, Van Der Poel aura passé son dernier tiers de course en voyant les mecs à l'avant et en ne pouvant jamais recoller. Donc la performance de Schmid et Abrahamsen, elle est monumentale, elle est stratosphérique, mais aussi un petit peu à l'image des victoires d'échappée qu'on aura eues depuis le début du Tour de France et qu'on aura eu même sur le Tour d'Italie plus récemment. Le niveau qu'il faut avoir pour s'imposer sur le Tour de France et claquer une victoire d'étape. Ben Illy, ce qu'il avait fait à Vire-Normandie, c'était une folie. Et quand on regarde l'échappée qui s'est imposée lundi au Mont d'Or, les mecs devant, c'est Simon Yates, Timon Arensman, Ben Illy, Ben O'Connor. Comment il s'appelait le gars de Tudor là? Ah, j'ai perdu le nom. Michael Storer. Bref. C'est que des mecs qui sont capables de faire des performances XXL en grand tour, qui claquent les victoires d'étape. C'est une folie. Et en plus, on peut conclure en disant que les deux se sont imposés, enfin, que Abrahamsen s'est imposé, Mauro Schmid fait 2, à 48 de moyenne au terme de 150 km à bloc, en sachant que dans le final, c'était quand même des beaux coteaux, hein, ça grimpait bien, donc hallucinant. Et en plus, Abrahamsen qui gagne, je fais une fixette sur lui, je mets Schmid de côté pendant un temps, il ne devait pas être au Tour, il s'était pété la clavicule sur le Tour de Belgique, il a des vis dans l'épaule au départ de ce Tour de France, et il nous sort cette performance aujourd'hui, et aussi un dernier sprint de dingue, parce que comment a-t-il fait pour sprinter à la fin? Enfin franchement, une fracture de la clavicule, même si l'opération s'est bien passée et tout, qu'il y a les vis dans la clavicule, tirer sur le guidon, comme sur un sprint, hein, on tire bien sur le guidon, et ça doit faire super mal. Ah non mais c'est une folie. Hein. Abrahamsen, Schmid aujourd'hui, incroyable, mais Abrahamsen... Oh, et puis je suis content pour lui. Hein. L'an dernier, il n'avait pas eu le titre de super combatif alors qu'il avait fait 2 premières semaines de course incroyables. Ah non, mais je suis très heureux que ce soit Abrahamsen qui se soit imposé aujourd'hui. Dommage pour Mauro Schmid. J'espère qu'il aura une autre occasion sur ce Tour de France. Mais là, avec ce qui reste du Tour, ça va être compliqué pour lui. Et dernier petit point que je peux dire sur Abrahamsen. Première victoire sur le Tour de France d'Uno X. Et celle-là, elle est méritée. Parce que c'est une équipe qui, depuis
3-4 ans progressent d'année en année, et de les voir enfin valider leur progrès sur une étape du Tour en la remportant, c'est somme toute très notable. Donc GG à NOX, bravo à Abrahamsen et bravo à Mauro Schmid. Incroyable. Bon, voilà, c'est tout pour le très court débrief de cette étape. Écoutez, on se parle de demain. On se parle de demain et de la 12e étape à Hautacam, première étape de haute montagne sur ce Tour de France. Alors demain, 180 km, 122 premiers kilomètres au quai tiers, ce serait un terrain de rouleur, mais après, attention. Soulor, Border, Hautacam, il va se passer des choses, et je pense même qu'il va se passer de grosses dingueries. Alors il y a plusieurs choses qui vont nous intéresser demain. Tout d'abord, bien évidemment, la lutte pour le classement général. On va enfin découvrir quelle est la hiérarchie en haute montagne de ce Tour de France, en sachant que maintenant, c'est dans ce domaine que tout va se jouer sur le Tour. Il reste 10 étapes, 7 étapes de haute montagne, 3 dans les Pyrénées, le Mont Ventoux en début de 3e semaine, puis 3 étapes alpestres. Donc c'est ça. Donc 7 étapes sur 10 sont pour grimpeurs désormais. Donc aujourd'hui, on a vu Pogačar aller au sol. A priori, ça va. Maintenant, il est quand même bien râpé sur le coude et sur la hanche. Je pense qu'il ne va pas passer la plus belle des nuits. Évidemment, quand on est brûlé, et que je sais pas, que le vêtement colle, c'est un enfer. Bref, pour tous ceux qui l'ont vécu, vous savez. On dort pas très bien après s'être bien brûlé sur une chute. Donc on verra comment ira Pogačar demain. Moi, je pense que ça va aller. Je pense que ça va très bien aller aussi. Maintenant, Visma peut y voir l'occasion d'attaquer pour de bon Pogačar. Et quand je dis attaquer pour de bon Pogačar, ce serait bien de voir Vingegaard essayer de bouger les lignes en attaquant Pogačar dans Hautacam. Ça, c'est pour le général, en sachant que ces gars-là peuvent très bien jouer l'étape. Et la question qu'on peut se poser sur l'étape de demain, est-ce que les baroudeurs grimpeurs vont pouvoir s'imposer? Mais d'avis que non, je pense que c'est les favoris du général qui vont se disputer cette étape, et donc Vingegaard et Pogačar. Mais il faudra quand même pour les baroudeurs grimpeurs se lancer à l'avant. Sait-on jamais? C'est possible de l'emporter. Et puis surtout, et là je vais m'intéresser à un homme, il va y avoir de très gros points à chercher sur le col de Soulor et le col de Border. Et là, je vais penser très fort à Lenny Martinez. Dans le classement du maillot à pois pour l'instant, les deux menaces pour Lenny Martinez, c'est Ben Illy, qui est en 2e position, mais en jaune. Donc on ne devrait pas voir Ben Illy demain dans l'échappée. Et Pogačar, qui sera inévitablement un danger au classement du maillot blanc à pois rouge au terme de ce Tour de France. Et qui sera certainement à l'avant demain pour aller chercher des points dans Hautacam. Col hors catégorie Hautacam. Donc, on part du principe que Lenny peut scorer dans dans le col de Soulor, et le col de Border, et qu'il ne pourra pas scorer à Hautacam, là où Pogačar devrait y aller chercher des points. Donc, il faut que Lenny soit à l'avant demain pour prendre tout ce qu'il y a à prendre sur le col de Soulor et sur le col de Border. Voilà, bon, j'ai fait le tour, c'en est tout pour le débrief de cette étape et sur ce que j'avais à dire de l'étape de demain. Je vous laisse ici et je vous dis à demain pour le débrief de la 12e étape du Tour de France, première étape de haute montagne, première étape dans les Pyrénées. Immanquablement, il va se passer des trucs de dingue. Et petit mot pour les gars du classement général, ne faites pas comme l'étape de lundi, s'il vous plaît, n'escamotez pas, mais je pense pas. Là, sur une étape de haute montagne, il y aura de la bagarre. Et bien sûr, ce message ne s'adresse pas uniquement à la Visma et à Vingegaard. Evenepoel peut tenter quelque chose. Les coureurs Red Bull sont dans les 10 et doivent jouer le jeu aussi. Hein. Ils vont pas pouvoir... Enfin, j'espère pas. Ils vont pas rester dans les roues pendant 3 semaines. Donc ouais, il y a des choses à bouger. Et la lumière ne doit pas venir seulement du AE et Pogačar et de Visma et Jorgenson et Vingegaard. Voilà. Allez, à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.